Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie des réponses aux questions FAQ où je réponds à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires à la précédente vidéo. Donc si vous avez des questions par rapport aux entreprises concrètes que vous voudriez que j'analyse dans la prochaine vidéo, posez vos questions dans les commentaires à cette vidéo pour que je puisse les inclure dans la liste. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous ne me connaissez pas et si vous êtes intéressé à la finance, n'oubliez pas de cliquer vous abonner à la chaîne en cliquant la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les likes, c'est super important pour moi. Ça me fait énormément plaisir pour le travail que je fais gratuitement. Et pour ceux qui veulent aider à développer la chaîne, vous avez un lien en PayPal, vous pouvez faire une petite donation, ça me fait énormément plaisir. Et surtout, je remercie des nombreuses personnes qui m'ont fait des dons. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est surtout le geste qui me fait énormément plaisir pour soutenir cette chaîne. Voilà, donc nous commençons aujourd'hui, on va voir plusieurs entreprises. Bon, j'espère que j'essaie d'être dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus synthétique possible parce que mes vidéos sont souvent assez longues. Et mais j'essaie de donner le maximum d'informations. Du coup j'ai du mal parfois d'être synthétique en termes de longueur de vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo par une de mes entreprises préférées. Donc c'est une entreprise d'ailleurs que, non, je ne veux pas vous dire en secret, je vais vous parler de ça dans une vidéo de la catégorie portefeuille passif. J'ai déjà fait des opérations par rapport à cette entreprise il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Cisco. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un leader américain des réseaux, en fait, parce que ça, c'est tout ce qui est data, tout ce qui est data mobile. Ils sont largement positionnés, c'est le numéro 1 incontestable. Il est largement utilisé dans le monde d'entreprise. Donc, c'est une entreprise avec des excellentes performances. Et c'est une entreprise que moi, personnellement, je recommande d'acheter. Bon, je ne fais pas des recommandations, excusez-moi, je vous rappelle à chaque fois dans mes vidéos que je suis un amateur. Je suis juste un blogueur, c'est à vous de faire des analyses. Moi, je me donne mon avis sur les différentes entreprises. Et après, c'est à vous d'appliquer votre propre norme de gestion, votre propre avis pour décider d'acheter ou pas une telle ou telle entreprise. Donc, en gros, Cisco, ça c'est un secteur, je ne peux pas dire que c'est un secteur booming parce que quand même les données et les réseaux ça existe depuis un moment, mais dans tous les cas c'est un secteur qui ne cesse d'augmenter. Et cette société qui a des performances excellentes en termes de dividendes aussi, surtout leur historique de dividendes. Et pour moi, parce que c'est une société un peu jeune pour faire partie de la liste privilégiée de ce qu'on appelle des aristocrates des dividendes, c'est des sociétés qui versent depuis 25 ans de dividendes et qui tous les ans les augmentent. Je pense que ça sera un futur aristocrate des dividendes vu la visibilité que offre cette entreprise. Voilà, donc les réseaux, les données mobiles, surtout après le confinement, pour moi, tout cela va s'exploser. Je pense que je prends quelque part un pari technologique que le confinement changera les habitudes de consommation. Donc, on fera de plus en plus de choses à distance. Probablement, les secteurs de home office vont se développer énormément et ça va encore augmenter la consommation de data. Et le Cisco, ils sont bien présents sur ce secteur. Donc, pour moi, c'est le secteur qui marchait depuis beaucoup d'années très bien et qui va encore un avenir très optimistique pour ce secteur. Voilà. Je regarde les ratios, comme d'habitude, je commence. J'ai privilégié, en fait, on m'a posé, je pense, une seule question sur cette entreprise dans les commentaires, mais je l'ai privilégiée parce que c'est une entreprise que moi, personnellement, je trouve qu'il faut regarder particulièrement. Parce que vraiment, par rapport au rapport risque potentiel de cette société, elle est très intéressante. Donc PER ratio, c'est pas beaucoup. Bon, pour une entreprise de ce secteur, on a l'habitude, c'est pas l'informatique pure, c'est des réseaux, mais quand même, là, en général, on a des PER ratio qui sont bien plus importants. Donc la valorisation de marché représente presque 4 fois le chiffre d'affaires. C'est un peu cher, mais pour une entreprise de telle qualité, ce n'est pas surprenant. Donc après, tous les autres price to book, par exemple, il est cher, mais bon, ça, c'est pas très grave parce qu'évidemment, c'est une société qui ne possède pas énormément d'actifs tangibles. Leurs actifs, c'est vraiment leur technologie. Voilà. Ensuite, vous regardez les marges. Les marges, c'est juste quelque chose de phénoménal. Vous regardez la marge moyenne sur 5 ans est de 62%. Si vous trouvez beaucoup d'entreprises comme ça, faites-moi en liste parce que il n'y a pas beaucoup d'entreprises que je connais qui font 62% de marge brute et après la marge nette en moyenne plus de 20%. Donc, c'est vraiment quelque chose hallucinant. Et en plus, ce secteur, il n'est pas exposé au vent contraire des différentes crises. C'est sûr qu'on aura besoin des data, c'est sûr qu'on aura besoin des réseaux, c'est sûr qu'on aura besoin encore plus. Et donc, cette entreprise offre une visibilité, comme je vous ai dit, excellente. Donc,
Vraiment, et les performances sont excellentes. C'est vraiment une entreprise de catégorie A, sans aucun doute. Donc nous continuons. Encore une fois, la rentabilité de l'entreprise, regardez bien, la rentabilité sans tenir compte de la dette, c'est de 32%, donc c'est comparé toujours avec l'immobilier un petit peu. Quand vous investissez dans l'immobilier, l'équivalent, c'est presque l'équivalent, c'est le return on investment. Donc quand vous calculez la rentabilité nette de votre investissement immobilier, ça se rapproche plus ou moins de ce ratio. Donc est-ce que vous connaissez beaucoup d'investissements immobiliers qui vous apportent 12%? Bon, on peut le faire, je sais, parce que moi je fais de l'immobilier moi-même, mais c'est difficile. On est d'accord que c'est difficile, surtout en ce moment. Donc aujourd'hui, cette entreprise qui ne nécessite aucune gestion, qui ne nécessite aucun locataire, mais qui a une visibilité très très solide devant elle, elle vous offre presque 12% de rentabilité. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Bon, il y a une petite baisse sur les bénéfices par action, mais ça n'a rien de méchant. Donc 5%, ce n'est pas quelque chose qui me choque du tout. Donc on peut facilement fermer les yeux sur ce paramètre, surtout si en moyenne sur 5 ans, la croissance de leurs bénéfices par action était de 13,5%. Donc, et forcément, je n'ai aucun doute que le marché des réseaux ne va pas subir des crises majeures dans les prochaines années. Current ratio, ça c'est tout ce qui est la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire que comment l'entreprise peut faire face à ses dettes. Donc ils ont largement assez d'actifs court terme pour couvrir leurs engagements ou leurs dettes court terme, et leur dette long terme représente seulement 32,5%, ce qui est tout à fait normal. Maintenant les dividendes. Donc cette entreprise, elle paye 52% de leurs résultats, elle distribue sous une forme de dividende. C'est normal parce que c'est une entreprise déjà mature. Ce n'est pas une entreprise qui investit sans cesse dans le CAPEX, dans la recherche et développement. Donc c'est normal qu'il partage avec ses actionnaires. Donc, et regardez la hausse de dividendes en mois récente, c'était de 14,6%. Donc c'est vraiment très très stable. Cette entreprise, elle veut, je pense que leur management veut un jour devenir un aristocrate des dividendes et il augmente régulièrement leurs dividendes. C'est très intéressant. Et le rendement actuel est 3,1%, 3,2% presque. C'est quelque chose qui est tout à fait cohérent par rapport aux normes des taux actuels. Voilà, donc là je pense que je recommande largement cette entreprise. Bon, encore une fois, excusez-moi, je ne recommande pas, mais je trouve que cette entreprise, pour moi, c'est la catégorie A, et c'est l'entreprise que moi, j'ai déjà dans le portefeuille, et je veux avoir encore plus si l'occasion se présente. Je ne trouve pas qu'elle est chère au cours actuel, et c'est rare sur ces marchés. Voilà, au niveau de l'analyse technique, sur l'image vraiment trop long terme, on voit que l'entreprise, elle a vu ses meilleurs recours pendant le bubble des dot-com, donc ça c'est normal parce que toutes les sociétés qui étaient positionnées sur le secteur technologique, elles étaient survalorisées de manière absolument stratosphérique. Mais dans tous les cas, ensuite, l'entreprise, elle était plus ou moins stable du point de vue de la tendance de très long terme et elle a repris la tendance effectivement avec la croissance particulièrement des data mobiles. Donc ça, c'est bon, 2012, les données mobiles étaient avant, mais la croissance particulière avec les vidéos, avec les partages de passages tout sur les réseaux sociaux, évidemment, elle a largement profité de ce mouvement de développement technologique. Donc on peut voir, depuis 2009-2008, la crise des subprimes, on voit globalement le canal haussier qui est très stable, donc on l'a touché le plus haut en septembre 2019, on était presque à 160$ l'action. Et effectivement, avec la crise de coronavirus, injustifiablement, cette valeur elle a été aussi massacrée avec tous les marchés. Elle a même sorti pour un moment de ce canal, mais elle n'est pas restée parce que c'était un graphique mensuel, donc le mois n'a pas été fermé sous la ligne basse de ce canal. Donc on est vite revenu dessus. Et pour moi, surtout si la hausse actuelle continue, nous avons toutes les chances que cette entreprise puisse rejoindre déjà la ligne médiane et ensuite évoluer dans le canal haussier. Donc après, si on est pessimiste, et moi vous savez que je suis pessimiste sur les marchés financiers à moyen terme, pour moi je pense que cette entreprise quand même, elle va résister mieux à la baisse des marchés et elle va toujours essayer de rester dans ce canal haussier. Donc on peut retomber vers les 40, mais s'il y a une opportunité se présente de l'acheter en dessous de 30$, je pense que ça sera une excellente opportunité qu'il faudra saisir. Et même au cours actuel, cette entreprise, pour moi,
à long terme, elles représentent de rapport risque-rentabilité est très intéressant parce que ici vous avez un cocktail de tous les avantages. Vous avez d'un côté les avantages concurrentiels parce qu'évidemment c'est un leader de ce marché. Ensuite vous avez la rentabilité, vous avez le prix qui n'est pas stratosphérique, c'est pas Facebook, c'est pas Apple, c'est pas Amazon, donc c'est le prix il est tout à fait normal, les ratios sont raisonnables. Donc, et pour moi c'est vraiment quelque chose, c'est probablement une des rares valeurs qui n'a pas bénéficié du hype, du buzz des technologies modernes et pourtant qui génère du cash flow, qui a un potentiel de croissance très certaine. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder dans le portefeuille si vous êtes un investisseur de long terme. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette entreprise, je peux dire que du positif. Dans ce cas-là, du coup, je vous laisse prendre votre décision dans votre portefeuille si cette valeur vous intéresse. Donc la deuxième valeur qu'on va regarder, c'est Luckin Coffee. Ça, c'est un équivalent chinois de Starbucks. Et cette valeur, elle a chuté récemment à cause des fraudes comptables en fait, qu'elle a subies. Donc on m'a posé cette question sur cette valeur qui a été très populaire. Elle faisait partie des styles Fang chinois. Et cette valeur, effectivement, il y avait beaucoup d'intérêt par rapport au dernier développement autour de cette valeur. Bon, comme vous disais toujours que si c'est un équivalent de Starbucks chinois, le mot-clé c'est chinois. Donc aujourd'hui, nous vivons une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, même si ce n'est pas forcément la société qui est la plus exposée à cet événement. Mais cette société surtout, et c'est le problème de toutes les sociétés chinoises, que souvent, vous avez très peu de transparence. Et notamment, pourquoi je choisis cet exemple pour en parler aujourd'hui, c'est que c'est un exemple excellent. Entreprise, elle fonctionnait très bien jusqu'au moment qu'on a découvert en fraude comptable et dont les frais, elle continue à payer. Et maintenant, cette société, elle est menacée d'être délistée sur le Nasdaq et tous les investisseurs jettent l'éponge. Ils vendent avec des volumes stratosphériques cette valeur qui, pourtant, il y a encore quelques semaines, elle était très prometteuse et il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressaient à cette valeur. Pourquoi il faut faire beaucoup attention quand vous décidez d'investir en Chine et dans des pays où il n'y a pas assez de transparence, quand même, que vous êtes quand même exposé par rapport à ces risques. Donc, les normes comptables et la qualité de reporting n'est pas la même qu'en Europe, aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très vigilant quand j'investis dans ces entreprises-là. Je ne mets jamais beaucoup d'argent par rapport beaucoup de poids dans mon portefeuille sur ces entreprises parce qu'il y a toujours ce risque. Attention qu'il s'agit d'un risque non systémique. Je vous explique dans termes de gestion des risques, il y a deux grands risques principaux. Donc il y en a encore d'autres, mais deux sont les principaux dont les traders parlent le plus souvent. C'est le risque non systémique et le risque systémique. Le risque non systémique, c'est le risque qui est spécifique à une société. Donc ça peut être une erreur opérationnelle, je ne sais pas, un outrage au niveau de production, le boss qui se fait virer, donc, etc., etc. Donc ça, c'est des entreprises qui sont au sein de sociétés et qui est propre à cette société. Donc ce risque, il est très facile à gérer par la diversification. Donc la diversification, s'il est bien faite, s'il respecte les règles de la diversification, elle élimine ce risque. En tout cas, c'est dans la théorie de gestion des risques, c'est comme ça. Après, il y a un autre risque, c'est le risque de marché. Donc si le marché se casse la gueule, comme on a vu au mois de mars, donc tous les actifs, quelle que soit leur qualité, s'effondrent en bourse. Donc voilà, donc ça c'est le risque de marché, il faut le gérer différemment, avec le hedging, avec les différentes techniques bien plus complexes qu'une simple diversification. Si vous êtes diversifié, ça ne va pas vous sauver contre la chute boursière. Ça, il faut très bien comprendre ça. Par contre, les histoires chinoises comme Luckin Coffee, c'est des chinoises que c'est des histoires que vous pouvez gérer avec la diversification. Donc, si vous investissez en Chine, je vous conseille vivement de faire un portefeuille de petites positions diversifiées dans des valeurs qui vous intéressent pour justement éviter ce genre de situation catastrophique qu'a vécu Luckin Coffee. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est même pas nécessaire de regarder les ratios parce que la société est en train d'être vendue en masse. Elle va être délistée. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette entreprise. Elle peut faire faillite, ce n'est pas impossible. Mais donc, il faut regarder surtout l'analyse technique aujourd'hui, mais peut-être même pas. Il faut regarder les news surtout. Parce que pour les entreprises en pleine crise comme ça, c'est vraiment les news qui dirigent
dirige les cours, on va dire. Donc, voilà. Donc ici, PE ratio, bon, visiblement, elle est en perte, vu que ça n'est pas communiqué. Donc, price to book, maintenant. Vous voyez, pour cette entreprise, price to book, normalement, devrait être très élevé, parce qu'il n'y a pas énormément de... Bon, ils ont peut-être de l'immobilier, mais je ne sais pas comment le business est structuré derrière. Mais il est en dessous de 1, donc ça veut dire que la valeur du marché est en dessous de leurs valeurs actives. Et même tangible. Donc, ça veut dire que la valeur, elle est massacrée. Donc, je ne sais pas si... on peut oser de rentrer sur cette valeur et essayer d'attraper le couteau qui tombe, mais bon, la marge, grosse marge, c'est 6,5, c'est juste rigolo, donc c'est même pas sérieux donc, aujourd'hui. Donc, pour Starbucks, vous voyez, je vais vous montrer Starbucks, après, moi je vais juste vous passer vite fait le Starbucks, juste après ça. Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà. J'avais Starbucks, j'aime beaucoup cette entreprise. Donc ici, bon, les ratios sont catastrophiques, je n'ai même pas grand-chose à dire, en rentabilité, il n'y a pas. Donc la société est visiblement en perte. Donc, tech. Ouais, bon, effectivement. Donc, après, les revenus ont augmenté, ok, ça c'est parfait. Le profit à moins 200 millions, 266. Bon c'est l'entreprise, elle est en catastrophe, je pense qu'elle va faire faillite. C'est très très fort probable. Après, vous savez, quand l'entreprise va faire faillite, l'avantage, c'est que moindre rumeur positive, si vous êtes trader, moindre rumeur positive peut vous faire X fois votre mise. Parce que si jamais quelque chose dit que genre la fraude comptable va être gérée autrement, ou il n'a pas été délisté, ça va faire littéralement exploser les cours. Donc, et ça, il faut bien tenir compte, parce que souvent, c'est des entreprises, si vous gérez bien les risques, ça peut être une opportunité. Il ne faut pas nécessairement écarter les valeurs qui sont massacrées. Il faut juste ne pas s'exposer trop. Si vous mettez en 0,5% de votre portefeuille sur cette valeur, en regardant l'analyse technique, bon, je pense que l'analyse technique, ça va pas être très utile du coup sur cette action. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un petit gap là. Ça s'appelle un gap baissier. Donc quand la valeur elle a passé devant de 4, il s'est ouvert à moins de 8. Donc là, vraiment, il y a quelqu'un qui n'a pas eu de la chance. Vous voyez pourquoi souvent quand je fais du trading, je vous dis que j'utilise les options. Les options pour l'instant sont un petit peu en dehors du périmètre de ma chaîne. En tout cas, je vais peut-être un jour commencer à en parler, mais ça sera dans un autre format. Parce que les options, ils vous permettent d'éviter ce genre de choses. Parce que si vous êtes positionné avec une ligne classique dans votre portefeuille, long ou short, donc vous êtes exposé sur cet événement. Donc si vous avez acheté par exemple l'option call, donc l'option à la hausse ici, vous devez payer une prime. Par exemple, vous allez payer, je ne sais pas, $500 de prime, c'est beaucoup, parce qu'il faudra le payer juste pour avoir une chance de monter plus haut. Mais si par exemple la catastrophe, comme c'est passé ici, se passe, vous allez perdre uniquement ces $500. Et ça, c'est un avantage, parce que si vous prenez par exemple un lot d'actions ici, et le lendemain, elle s'ouvre 4 fois moins, donc ça veut dire que votre position va être divisée par 4. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir compte, mais ça, c'est pour les traders. Si vous faites du trading, ces instruments, il faut... en tout cas, je vous invite à vous former pour ces instruments parce que ça permet de énormément limiter vos risques. Limiter le risque par rapport aux gains potentiels. Moi, je trouve que c'est vraiment des produits excellents pour les traders si vous savez les utiliser parce qu'on peut perdre beaucoup avec les options, mais en tout cas, on peut aussi trader de manière très sécurisée et très sereine quand vous savez les utiliser. Mais ça, c'est une courbe d'apprentissage assez costaud pour maîtriser ces instruments. Voilà, donc vous voyez, donc là ici un gap baissier, donc maintenant, bon, comme je vous disais, l'analyse technique ne sert à rien parce que de plus bas, on ne sait pas où est-ce que ça peut aller. Mais si on réfléchit en termes d'options, aujourd'hui, vous pouvez acheter des options. Vous n'avez pas besoin des options parce que la volatilité est énorme. Donc les options, je ne suis même pas sûr qu'ils sont tradés dans les situations comme ça. Vous pouvez prendre cette action et considérer que psychologiquement, vous êtes prêt de perdre toute la ligne. Donc vous prenez par exemple, je ne sais pas, pour votre X euros, mais vous vous dites que soit cette action survit, et dans ce cas-là, elle va vous faire X fois la mise, donc elle peut revenir là, donc vous allez vous faire X 6, 7, ok, donc si vous avez de la chance, elle peut revenir à la normale, soit vous perdez tout.
Si vous réfléchissez comme ça, donc dans ce cas-là, il faut allouer le montant que vous êtes prêt à perdre déjà d'avance. Vous réfléchissez comme une option sans passer par cet instrument complexe. Je pense d'ailleurs que ça peut être une idée qui n'est pas bête. Parce que dans tous les cas, même si société ne survit pas, sur une bonne nouvelle, parce qu'il y a énormément de négatifs déjà dedans, pricés dans cette valeur, elle peut à très court terme revenir à 12. Et si il revient à 12, bon 12 j'ai pris un peu fort peut-être, mais s'il revient à 8, ça vous fait déjà x4. Je pense que ce n'est pas si bête comme idée. Mais sauf qu'il ne faut jamais mettre beaucoup d'argent. Franchement, si vous êtes très agressif dans la gestion de votre portefeuille, donc maximum 1%. Maximum. Dans ce cas-là, si société disparaît, donc dans ce cas-là, votre portefeuille va perdre seulement 1%, ce qui n'est pas dramatique. Moi, je mettrais même moins que 1% pour une situation comme ça. Voilà. Donc, je vais profiter pour parler de Starbucks. Donc, comme ça, on verra un peu le secteur. Vous allez voir tout de suite que les ratios ne sont pas du tout les mêmes. Dans Starbucks, ce n'est pas la peine de présenter. Starbucks, en fait, je vais vous dire que c'est une entreprise qui a des avantages concurrentiels qui sont assez particuliers. C'est le processus, comment elles sont organisées. Donc, ils ont réussi de monter un processus de manière tellement efficace que personne n'arrive à reproduire leur business model. Et la rentabilité que Starbucks fait, c'est sur l'importé. Donc, les personnes qui restent sur place, pour eux, ce n'est pas rentable. Ce qui est rentable, c'est les personnes qui viennent, qui récupèrent leur café et qui partent. Voilà. Ça, il faut bien tenir compte. En fait, leurs espaces des cafés de Starbucks, c'est plus la publicité, c'est pour attirer l'intérêt, pour attirer le buzz autour de cette entreprise, parce que c'est cher, c'est super cher en termes de ce que vous payez le café chez Starbucks. Évidemment, c'est hors de prix par rapport aux boissons que vous recevez pour ce prix. Mais dans tous les cas, ça crée une ambiance de luxe presque. Quand vous allez là-bas, c'est à la mode et c'est à la mode depuis des années. Donc forcément, c'est une entreprise qui a réussi de créer des avantages concurrentiels qui ne sont pas négligeables parce que pour l'instant, personne n'arrive à les dépasser. Donc PE ratio 27, c'est cher parce que c'est une entreprise qui fonctionne bien, mais je vais vite vous montrer les ratios des marges. Donc ici, vous êtes à 27% la marge brute et à presque 15% la marge nette. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est une entreprise très rentable et vous allez le voir sur les rentabilités, retour on equity moyenne sur 100, c'est presque 100%, vous avez mesuré, c'est juste folie, la folie, 100% de marge brute. Mais évidemment parce qu'ils vendent très cher leurs produits par rapport au coût de leur production. Et le retour compte tenu de la dette, parce que je pense que bon, il y a quand même un petit peu de dette sur cette entreprise, il y a 30%, c'est plus que le secteur de luxe. Et c'est une entreprise qui subit quand même des mouvements. Il y a eu beaucoup d'opportunités. C'est une entreprise sur laquelle j'ai gagné pas mal d'argent il y a 2 ans. Donc moi, je l'ai acheté, je crois, à l'époque à 35 $ seulement. Donc, je l'ai réacheté il n'y a pas longtemps. Je parlais sur ma chaîne, donc beaucoup de fois de Starbucks. Mais c'est une entreprise excellente qui subit des mouvements assez brutaux sur la bourse. Donc souvent, il y a des opportunités. Suivez cette valeur parce que si vous l'achetez en dessous de 50, et ça arrive assez régulièrement, ça peut être une opportunité très intéressante. En plus, contrairement à des valeurs un peu buzz, vous avez du dividende. Donc vous avez un peu plus de 2%. Dans notre époque, c'est beaucoup, 2% de dividende. Et il augmente systématiquement. Donc même pour ceux qui visent les dividendes, si les investisseurs comme ça restent encore, donc cette entreprise peut quand même vous intéresser. Voilà, maintenant passons Starbucks sur les points de vue techniques. Vous allez voir que c'est quand même assez mouvementé leur parcours. C'est pas une ligne droite, quoi. Vous voyez, donc voilà. Donc là, ça, c'était une phase de leur depuis 2018. C'est quand une grosse phase haussière qu'on a vécue. On a monté jusqu'à 100 $. Et 100 $, j'avoue que pour cette entreprise, c'est pas énorme. Compte tenu le ratio, c'est pas énorme. C'est juste tout à fait logique par rapport à leurs fondamentaux. Donc voilà, elle était très haussière pendant des années. Et cette tendance haussière, elle a été cassée en septembre 2019.
Elle est sortie de ce canal, donc on a subi logiquement la hausse. Après, on a réussi de revenir dedans, on n'a pas réussi. Et maintenant, on chute avec la fermeture des cafés, etc. Et évidemment, ici, il y avait une énorme opportunité. Vous voyez, donc ici, à l'achat, c'était une rare opportunité qu'il fallait saisir. Moi, j'avais ça dans le portefeuille. Vous pouvez revenir dans ma vidéo que j'ai enregistrée en tout début de la crise quand cette chute a commencé et j'ai pris du Starbucks. C'est une entreprise, je pense, qui a pris le plus de vues sur ma chaîne. Donc, je vais vous mettre en lien sur ce moment. Je vais vous mettre en lien sur cette vidéo quand en pire moment de la crise, j'étais en train de remplir mon portefeuille pour jouer le rebond dans lequel nous sommes toujours. Voilà, donc maintenant, cette entreprise, elle a bien repris, mais elle a encore énormément de potentiel parce que donc, à partir de 78 $, il mérite tout à fait revenir dans ce canal haussier, paradoxalement. Donc, sauf que si évidemment il n'y a pas de deuxième vague de coronavirus, mais dans ce cas-là, effectivement, il y aura une autre chute. Mais j'ai peur que s'il n'y a pas de deuxième vague, on peut rater une occasion, honnêtement, parce que c'est une très belle valeur et forcément, il pourrait revenir sur ces niveaux. Bon, parce que là, ici, la hausse, elle était un peu trop, on va dire, trop forte, mais elle peut très bien se calmer et continuer la hausse un petit peu plus modérée de ce type-là. Donc le canal va être un peu plus horizontal et pas quasi vertical comme on a vécu depuis 2018, mais quand même, ça va rester une excellente opportunité. Vous voyez, donc entreprise avec beaucoup d'avantages concurrentiels, avec des marges énormes, avec la rentabilité énorme, et qui est souvent massacrée en bourse parce qu'elle est quand même exposée sur certaines choses. Voilà. Bon, troisième société que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Prosus. C'est un des abonnés fidèles de la chaîne Mind de Cash, d'ailleurs que je vois souvent pendant les lives. Donc merci beaucoup déjà pour la fidélité. Donc je vous dis bonjour. Donc vous m'avez posé beaucoup de fois cette question sur la société Prosus, que je connais pas très bien. J'ai entendu parler, c'est néerlandais, effectivement. Je pense qu'ils sont dans tout ce qui est Internet, vente des produits de détail. Donc voilà, je connais pas grand-chose sur cette entreprise. Je vais découvrir avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais exprès pour ne pas préparer ces vidéos, parce que comme ça, vous pouvez voir comment je fais les analyses. Ça me permet de comment naviguer sur les différentes ressources. Je ne sais pas si vous utilisez les mêmes ressources financières que moi, mais comme ça vous permet de voir la logique que je suis pendant mes analyses. Donc là, parce que vu que je ne connais pas très bien l'entreprise, je vais mettre les lunettes pour lire un peu mieux. Donc voilà, donc ça c'est effectivement, déjà c'est un holding. Avant ça s'appelait un holding Myriad. Et là ils sont positionnés sur Classic Fields. Ça je pense que c'est des annonces, tout ça. Après les paiements en fintech, la livraison de nourriture, les voyages, Ok. En fait, déjà, la première remarque, déjà, quand je suis en train de découvrir cette société, que je ferai, c'est que c'est une holding. Holding, c'est toujours assez particulier parce qu'il y a tout un tas de choses dedans. Il y a des holdings et des holdings. Souvent, on peut parler en bourse d'une décote d'holding. Si l'entreprise est un holding, elle est cotée en général moins que la somme des valorisations de chacune de ses composantes. Parce que holding en lui-même, elle a besoin de certains frais de gestion, et ça, ce n'est pas gratuit. Donc forcément, les holdings sont un peu sous-cotés par rapport à leur valeur d'actifs. Ça, c'est tout à fait normal. Et les holdings, c'est une autre chose que je leur reproche souvent, c'est quand on fait trop de choses dans tout un tas de métiers, c'est difficile de garder son excellence dans un métier concret. Il y a des exceptions, par exemple LVMH c'est un holding aussi, mais par contre c'est un holding très ciblé sur les produits de luxe. Par exemple, vendre les sacs Louis Vuitton et vendre les montres de luxe, ça peut être presque la même stratégie commerciale. Donc ce n'est pas vraiment un holding qui part un peu dans tous les sens. Parce qu'il y a des holdings, typiquement, je peux vous donner un exemple, c'est Vivendi. Parce que ça, c'est un holding, mais c'est un holding qui a un peu trop de choses. Et c'est une entreprise qui a du mal souvent en bourse. Donc c'est une entreprise qui verse des dividendes, etc. Mais son parcours boursier, on va dire, il n'est pas une ligne droite. Voilà, donc ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. Donc pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît en tant qu'investisseur. Après, on va voir leurs résultats. Donc déjà, PE ratio, c'est énorme. Après, je ne sais pas, parce que PE ratio, ce n'est pas toujours le ratio que je regarde le plus, parce qu'il ne tient pas compte de la dette, de fusion d'acquisition. Je pense que c'est une entreprise qui est très fort probable qu'il fasse beaucoup. Mais ça me paraît déjà assez choquant.
Price to sale, c'est juste quelque chose de fou. 52, ça veut dire que l'entreprise est valorisée 52 fois leur chiffre d'affaires. Donc, c'est de la folie. Donc, ça veut dire que, bon, après, ça veut dire que le marché s'attend à quelque chose d'extraordinaire, d'une explosion de chiffre d'affaires dans les années à venir. Si vous connaissez cette valeur, peut-être c'est justifié. Peut-être que le marché ne se trompe pas, il a raison de croire à ça. Mais en tout cas, moi, pour qui ne connaît pas cette valeur, dans ce cas-là, moi, ça me rend un peu perplexe. Bon, là, déjà, je vois un petit problème. Donc là, déjà, grosse margin, bon, il est bien. Mais bon, c'est pas comme Starbucks, mais elle est importante. Mais par contre, la marge opérationnelle, donc ça, ce qui vient directement de leur activité principale, elle est négative. Bon, c'est-à-dire, en fait, j'essaie d'imaginer quels sont les cas possibles quand la marge soit négative. Ça veut dire qu'elle dépense plus qu'elle produit. Probablement, il s'agit de CAPEX, donc la recherche-développement, probablement. Donc probablement, c'est des fusions d'acquisitions qui ont... Bon, ça me... Vraiment, c'est une alarme rouge. Pour moi, voir une marge opérationnelle négative, pour moi, c'est difficile. C'est difficilement un bon signe. Peut-être il y a une raison. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette valeur, s'il y a une raison pour ça. Mais ça me paraît vraiment... Moi, en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas du tout convaincu par rapport au contenu de la valorisation et le reste. Donc la rentabilité brute, sans tenir compte de la dette, c'est 12% et demi, c'est pas énorme. Pour moi, à la limite, c'est 15. À partir de 15, je trouve que ça commence à être intéressant, en général. 10% return on investment, c'est pas mal, donc visiblement, il y a très peu de dette. Visiblement, on verra tout à l'heure. Earning per share en chute, mais c'est peut-être déjà, ça inclut peut-être les chiffres de Corona. Donc probablement, de coronavirus, la crise. Probablement, c'est à cause de ça. Donc, mais ça, c'est peut-être pas très représentatif. Current ratio, donc il n'y a pas de problème de dette court terme, donc ils ont largement assez d'argent. Comme je vous ai dit, presque pas de dette. C'est pour ça que ces ratios sont très proches en valeur, là. Donc il n'y a presque pas de dette pour cette entreprise. Il n'y a pas de dividende. Donc... Bon, visiblement, c'est une valeur qui est très aimée par les spéculateurs. Visiblement, c'est quelque chose à la mode, quelque chose où il y a beaucoup de hype, où il y a beaucoup de buzz. Donc, on va regarder leur bilan, leurs résultats. Donc, pour les entreprises qui sont comme ça, qui croient vite, où il y a beaucoup de perspectives, que les marchés s'attendent énormément, il faut regarder la croissance de chiffre d'affaires. La croissance de chiffre d'affaires, pour moi, pour une valorisation comme ça, elle est minuscule. Elle doit doubler son chiffre d'affaires chaque année, voire tripler. C'est quelque chose qui pourrait justifier cette valorisation. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il augmente, mais il n'augmente pas suffisamment fort. Le profit brut. Donc, il augmente, mais ce n'est pas non plus fou. En tout cas, moi, je ne vois pas pour l'instant. Et le résultat opérationnel, donc ça, ce qui est en direct de leur activité principale. Par contre, vu que c'est un holding, je ne sais pas qu'est-ce qui est considéré comme activité principale. C'est ça une bonne question d'ailleurs. Donc peut-être ce n'est pas forcément quelque chose qui... vous voyez, donc ils ont énormément de dépenses pour faire tourner leur affaire. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la marge opérationnelle est négative. Donc comme je vous ai dit, c'est une entreprise qui est en perte. Donc en tout cas en perte opérationnelle. Donc net income, interest income. Interest income, elle est énorme. Donc ça c'est les placements qu'ils ont fait. Il faut regarder. Moi, je comprends pas. Il y a quelque chose que je comprends pas dans cette entreprise. Je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez comment c'est possible. En fait, leur activité opérationnelle elle est inférieure aux investissements aux placements financiers qu'ils font. Je comprends pas. Attendez, je vais regarder. Même je suis curieux. Je vais regarder sur leur site. Alors, Prosus is a global consumer internet group and one of the... Ah, bah voilà, ça c'est la réponse. Donc ça, c'est un des plus gros investisseurs dans les technologies. Donc visiblement, ce que vous voyez ici, c'est cette income des non-operating. Ça c'est en provenance de leurs investissements. Donc ça veut dire qu'ils investissent quelque part dans des projets qui sont probablement rentables et du coup c'est pour ça que leurs résultats opérationnels, leur activité principale, ils sont mauvais
ils sont beaucoup plus mauvais que leurs résultats qu'ils tirent à partir des investissements. Donc ça, un petit peu, on va dire, ça allège un petit peu la pression que j'ai mis sur cette société, parce qu'effectivement, ça explique que c'est le business model qui est très, très particulier. Donc, franchement, si vous voulez investir dans cette société, il faut comprendre ce qu'ils font. Parce que là, déjà pour moi, c'était compliqué, mais on y arrive, parce que là, vous voyez, donc c'est bien que sur la première page, ils disent que une de leurs activités principales, c'est l'investissement. C'est presque une boîte d'investissement que vous achetez. Donc, voilà. Qui a une activité en plus. C'est comme vous voyez, c'est comme si BlackRock, elle avait encore quelque chose, une activité à vendre, je sais pas, à vendre le café, quoi, vous voyez, donc. Pour moi, c'est l'image que je vois en regardant leur rapport. Voilà, donc du coup, on finit avec des chiffres qui sont plutôt corrects. Ok. Voilà, maintenant, je regarde l'image technique. Allez, c'est parti. Mais c'est intéressant qu'on voit alors. Par contre, là, faire une analyse de l'entreprise inhabituelle comme ça fait travailler le cerveau, on va dire. Alors, bon, apparemment, c'est une entreprise qui a été introduite en bourse il n'y a pas très longtemps, parce que moi, j'ai les chiffres qui commencent à 12 septembre. Bon, à peu près en septembre 2019, c'est vraiment récent, quoi. Donc, et là, il s'est cassé la gueule avec le coronavirus, et là, elle reprend fort. Et je pense que c'est là d'où vient la question qu'on m'a posée. Je suis désolé, encore une fois, que j'ai mis du temps pour répondre, parce que c'est une entreprise on ne me pose pas souvent la question dessus. Et là, elle est en pleine croissance haussière. Vous voyez, l'analyse technique, là, elle a touché ici, elle a touché ici. Bon, apparemment, c'est une entreprise à la mode, donc j'ai envie de dire qu'elle a du potentiel. Vu que je ne connais pas le business, ça m'étonnerait qu'elle casse aujourd'hui, à moins qu'il y ait une deuxième vague, encore une fois. Mais si on imagine, si on n'est pas optimiste, il y a toutes les chances qu'elle reste dans ce canal haussier, malgré leurs fondamentaux très faibles. Mais aujourd'hui, on vit dans le monde quand personne ne regarde les fondamentaux, donc... D'ailleurs, je voulais enregistrer ce week-end, une vidéo qui va s'appeler « Investisseurs intelligents de notre époque ». Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'investisseur intelligent, c'est un best-seller, c'est un livre des plus connus sur la finance, écrit par Benjamin Graham, où, en fait, en gros, c'est un livre de référence d'investissement value ou d'investissement fondamental, où il parle de comment analyser les entreprises, les différents bilans, etc. Un peu ce que je fais ici dans ces vidéos. Et moi, je voulais parler un petit peu dans cet esprit-là, d'un autre de l'année 2020, qu'on sait qu'il y a énormément il y a des délires parfois sur certaines actions, typiquement Tesla, Netflix, des choses comme ça. Quelles sont aujourd'hui les valeurs que devrait suivre l'investisseur intelligent de notre époque? Parce que Benjamin Graham, il a écrit son livre dans 1940-1950 de mémoire. Donc évidemment, il n'est pas à jour. Donc je voulais juste enregistrer cette vidéo et donner mon avis, quel sera l'investisseur de futur. Voilà. Voilà, en gros, pour moi, cette entreprise, elle a toutes les chances, quand même, malgré ses fondamentaux faibles, de continuer au moins dans ce canal baissier. Peut-être il y aura encore une petite baisse, peut-être pas. Peut-être qu'il va juste repartir à la hausse dans ce canal, la partie haute de ce canal. Mais en tout cas, la baisse, aujourd'hui, vu le bon humeur autour de cette valeur selon le graphique, je pense qu'elle va continuer. Vous voyez, donc, il faut toujours marier trois piliers, comme je dis tout le temps dans ma chaîne, macroéconomique, l'image globale, c'est tout ce qui est coronavirus, les crises, les cycles, etc. Deuxièmement, l'analyse fondamentale. Pour cette valeur, l'analyse fondamentale, déjà, elle n'est pas évidente à cerner, mais il est quand même discutable. Mais une fois que vous avez vu l'analyse fondamentale, il faut toujours regarder quand même l'analyse technique pour voir ce que pense le marché. Aujourd'hui, apparemment, quel que soit mon avis sur les ratios que je viens de voir, apparemment, le marché pense le contraire. Il pense que c'est une valeur qui va exploser. Si on veut suivre le marché, pourquoi pas? Je pense qu'il y a quelque chose. Vu le graphique, je pense qu'il y a quelque chose. Donc là, cette baisse-là, elle est tout à fait explicable, mais elle a largement repris. Vous regardez les indices mondiaux, ils ne sont pas encore à leur plus haut. Là, il a largement déjà passé le niveau qui était avant la crise et il continue son chemin vers la hausse. Donc je pense qu'il a quand même encore du potentiel. En tout cas, si vous êtes trader, moi je pense qu'il y a des choses à faire sur cette valeur. Voilà. Donc je passe à autre chose. Voilà, pour diversifier notre discussion, je propose de parler des voitures. Donc on va regarder Ford, on m'a posé la question. Ouais. Donc ça, c'est la société historique des voitures de Henry Ford. Et évidemment, c'est une société, encore une fois, pour ceux qui ne regardent pas toutes mes vidéos,
les valeurs automobiles, c'est des valeurs cycliques par excellence. Donc, nous ne sommes pas en bas de cycle. Il faut investir dans ces valeurs quand nous sommes en bas de cycle. Ces valeurs vont souffrir pendant le retournement du cycle que nous allons vivre parce que la crise de coronavirus va forcément casser le cycle économique et les ventes de voitures vont chuter. Ils chutent déjà depuis un moment, même avant cette crise, ils ont commencé à chuter. Et ces valeurs sont très très fragiles pendant ces périodes-là. Donc pour le long terme, pour le moyen terme, quel que soit votre horizon, il faut être très vigilant par rapport aux valeurs cycliques aujourd'hui quand on est en haut de cycle. En haut de cycle, on n'arrive pas à rebaisser au niveau des marchés. Pour le Ford Motors, donc il ne faut pas présenter l'entreprise évidemment parce que tout le monde connaît ce que c'est. Bon, les ratios. PE ratio, visiblement, elle a commencé à faire des pertes. Donc la société est très sous-évaluée. Donc elle est sous-évaluée sur tous les critères. Donc vous voyez, donc 15% de leur chiffre d'affaires, c'est la valorisation de bourse. Donc bourse valorise seulement 15% de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est vraiment, vraiment peu cher. Donc la valeur tangible, elle est inférieure, elle est supérieure à la valeur de marché. Donc si la société fait faillite, ils vendent tous ses actifs. Si on croit à la valorisation de leurs actifs, donc du coup vous allez récupérer plus d'argent. Les marges sont très faibles, mais ça c'est normal pour le secteur automobile, parce que le secteur automobile, quasiment, sauf des exceptions, type Ferrari, c'est pas vraiment le secteur automobile, mais bref, les marges sont généralement faibles. Sauf le premium, dans le BMW, Daimler, vous allez avoir un peu plus. Mais ça, c'est pas choquant, donc ça ne me choque pas du tout. Là, elle est en perte, évidemment, parce que le retour en equity est négatif. C'est normal. Et chute vraiment des profits sur tous les fonds. Donc la dette énorme, explosive. Donc en fait, c'est une société qui aura besoin de sauvetage. Par contre, il n'y a pas de problème de court terme. Parce que court terme, ils ont assez d'argent. Mais la dette long terme, elle est juste monstrueuse. Donc le dividende était coupé, ce qui est normal. Donc là, c'est la société en pleine perte, en plein problème. On va regarder l'analyse technique parce qu'ici, tout est clair. Donc les ratios sont catastrophiques. Donc voilà, donc moi je regarde sur 5 ans par exemple. Bon là elle était baissière depuis 5 ans, donc genre, All ça va être difficile parce que ça va aller dans les années 80. Ouais bon, vous voyez donc déjà sur l'image long terme, cette société elle est baissière depuis, je sais pas quelle date là. C'est quelle année là? Depuis 2012 elle baisse. Voilà. 2013, début 2013. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas, moi, ça ne nous inspire pas grand-chose. Donc elle va rester baissière, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle change Il n'y a pas de nouveau dirigeant qui va changer le business model ou quelque chose. Et en plus, on peut facilement détecter les niveaux, parce qu'en 2009, 2008, crise des subprimes, on était là. Donc on a tout un chemin à faire jusqu'à 2,50, voire moins. Oh, même là, même $1 le côté. Voilà, par exemple, c'est la même chose que pour le King Coffee qu'on avait vu. Par contre, c'est trop tôt. Clairement, c'est trop tôt, parce que cette valeur peut encore descendre vers là. Mais si elle arrive là, vous pouvez effectivement envisager une option style, une position style optionnelle, risquer très peu, en espérant que quelque chose passe, que Donald Trump sauve cette valeur, ou bien il y a un nouveau dirigeant qui arrive, ou bien il se fait racheter avec une surcote, je ne pense pas, mais s'il y a une bonne nouvelle, cette valeur va exploser, va vous faire X fois votre mise. Ça, il faut garder en tête que les valeurs massacrées, ce n'est pas nécessairement une très mauvaise idée. Donc là, je vous conseille d'attendre encore un petit peu. Bon, je ne conseille rien, encore une fois, je n'ai pas le droit de faire des conseils, je n'ai pas d'autorisation de faire ça, mais dans tous les cas, pour ce type d'entreprise, l'image technique est telle qu'on va certainement encore baisser. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la baisse. Donc, pour moi, c'est trop tôt de rentrer sur cette valeur. Voilà, peut-être la dernière valeur qu'on va regarder aujourd'hui, ça sera Euronext. C'est une valeur qui m'intéresse moi aussi personnellement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, Euronext, c'est une place boursière. En fait, les avantages, les places boursières
ont des avantages concurrentiels parce que bon, ça c'est des bourses en fait, en gros, c'est là où se passent les ordres d'achat, de vente, ce que vous faites quand vous achetez des actions. Vous passez par Euronext certainement, si vous avez un PEA, surtout c'est sûr, quasiment. Donc, et ces entreprises, évidemment, ils détiennent vraiment suprématie sur pas mal de sujets. Donc, mais les avantages concurrentiels des marchés sont plus évidents pour les marchés de futurs. Je vais vous expliquer pourquoi pour les marchés des dérivés. Parce que quand vous achetez les options, les actions sur Euronext, par exemple, vous n'êtes pas obligé de revendre ces actions sur Euronext. Donc du coup, en fait, ces entreprises, ils gagnent de l'argent sur le nombre de transactions. Plus il y a de transactions, plus elles gagnent de l'argent. Donc du coup, ils sont intéressés d'inviter les automates de trading, des spéculateurs, des day traders, etc. Pour eux, ça, c'est très bénéfique. Plus il y a de transactions, plus ils font de la marge. Donc, par contre, les marchés des futurs, comme par exemple CME Group, ça c'est une entreprise de mon classe A, de la catégorie A. Les futurs, c'est juste purement technique. Les futurs, ils doivent être revendus sur le même marché où ils étaient achetés. Donc, ça veut dire que ça leur donne le double avantage concurrentiel que celui qui trade le futur sur le marché CME, il va forcément le revendre sur CME, du coup, il va deuxième fois payer les frais. Donc, juste c'est une petite remarque que les marchés qui traitent les actions sont un petit peu moins avantageux que les marchés qui traitent les futurs. Mais les actions, c'est très très intéressant aussi. Vous allez voir que ça sera une entreprise avec des ratios excellentes. Donc PE ratio, ce n'est pas énorme pour une entreprise de telle qualité. Donc elle est valorisée à 7 fois et demi leur chiffre d'affaires, donc 7 ans et demi de chiffre d'affaires. Bon, c'est pas mal, mais c'est une entreprise qui est chère. Donc net profit marge, vous voyez, 37%. Ça, c'est vraiment hallucinant. Vous voyez, donc la marge nette de 37%. C'est la meilleure rentabilité qu'on a vue aujourd'hui. Donc même avec Starbucks, avec tout ce que vous voulez. Donc, et les risques ne sont pas énormes. Vraiment, parce que les risques, parce que le temps que le capitalisme existe, les marchés financiers vont exister. Donc, le retour on equity presque 30, ça c'est vraiment classe. Et 21% compte tenu de la dette. Donc, en plus, il n'y a pas beaucoup de dette apparemment. La croissance de bénéfices par action, elle est juste énorme. Stable, énorme, quelle que soit la période, quelle que soit la crise, pas crise, toujours, ils gagnent de l'argent. Pourtant, la dette, elle est importante. Je suis assez étonné de voir que la dette... Mais dans tous les cas, bon, ils ont largement 7 ans d'argent parce que la dette court terme, elle est largement supérieure aux engagements court terme, donc il n'y a aucun problème de solvabilité. Un autre point, que les marchés financiers sont plus intéressants dans le contexte des taux plus élevés parce qu'en fait, ils gagnent aussi beaucoup d'argent sur le levier. Quand ils vous proposent le levier, ils vous chargent les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont bas, dans ce cas-là, c'est moins de gains pour ce type de business. Mais dans tous les cas, pour Euronext, ils vont continuer à gagner même dans le contexte des taux zéro, voire négatifs. Donc ça ne va pas leur faire beaucoup de problèmes, je pense. Donc le dividende presque 2% et c'est tout à fait correct et il augmente les dividendes systématiquement. Donc c'est une excellente valeur. Excellente valeur. Mais le problème de ces valeurs, c'est que c'est difficile de les acheter peu cher. On va voir ça sur le graphique, que du coup je pense que leur parcours sera bien plus en ligne droite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, donc voilà, c'est ça. Hein. Depuis 2016, même avant, je pense. Voilà, donc c'est que le trend haussier depuis je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, parce qu'elle était introduite en bourse en 2014 seulement. Voilà, donc vous voyez, et depuis 2014, il n'y a que la hausse. Donc très grand trend haussier. Bon, là, aujourd'hui, on arrive au plus haut. Là, je pense que c'est vraiment pas justifié parce qu'on peut s'imaginer une certaine perte des profits. On peut s'imaginer le phénomène des taux à zéro, taux négatifs. Je pense que cette valorisation me paraît vraiment excessive aujourd'hui. Donc, moi, je m'attendrais un petit peu pour rentrer sur cette valeur, en tout cas, au moins pour qu'il baisse vers ces niveaux-là, vers la ligne médiane du canal. Ici, c'est clairement trop cher parce qu'ils vont subir quand même quelques dégâts. Surtout à cause des taux négatifs pour moi. Mais dans tous les cas, le graphique vous montre clairement que à long terme, parce que moi je m'oriente plus aux investisseurs au moins moyen long terme, cette valeur est très intéressante, vraiment, elle est très rentable et très intéressante. Voilà, donc ça c'est ce que concerne Euronext. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous intéresse comme entreprise.
pour que je les regarde dans la prochaine vidéo. Ma liste que j'ai déjà accumulée des questions, elle est presque... bon, il reste quelques sociétés à voir. Donc, mais n'hésitez pas à rajouter des sociétés que vous voulez que j'analyse. Donc, sur ça, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien en PayPal qui est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like avant de partir, ça me fait énormément plaisir. Et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt, Mind the Cash.